Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Ce soir, un commando de jeunes non encore identifiés a incendié ce mardi un bus Dakar Demdik. La police et la gendarmerie sont sur le coup. Des témoins accusent les partisans de Khalifa Sall. Dakar Demdik porte plainte contre X. Vive polémique après la nomination de Alioune Sall à la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations. Une démarche que désapprouvent les observateurs. Une large fenêtre dans ce journal sur ce reniement de Macky Sall. Kermbaka Diaw souffre. Cette localité du département de Foundiougne n'a ni route ni poste de santé et l'eau du forage est inaccessible à cause de son prix élevé. Les populations se sont fait entendre en marge d'un week-end culturel. L'actualité sportive, la page internationale et la revue de la presse africaine seront également de la partie. Merci de vous joindre à nos routes de l'aéroport. Un bus Dakar Demdik incendié à hauteur des HLM Grand Yoff. La police et la gendarmerie sont sur le coup pour tenter d'identifier les auteurs. Des témoins accusent des proches de Khalifa Sall. Les détails avec Abdou Khoudous Diallo. Bus Dakar Demdik est stoppé net et calciné sur la route de l'aéroport en face stade Léopold Sédar Senghor. Sur les lieux, difficile de trouver des interlocuteurs. Seulement, nous apprenons que tous les passagers ont été obligés de descendre du bus de la ligne 221 sans bavure par des commandos en scooter avant de mettre le feu. Des actes que le chargé de la communication de la direction de Demdik qualifie d'inhumains. Des individus ont forcé l'arrêt d'un de nos bus qui desservait la ligne 221, une des lignes qu'on a ouvertes récemment pour soulager les populations. Ils ont forcé les passagers à descendre, ont pris des bidons d'essence et ont mis le feu. C'est des actes qui sont impardonnables, incompréhensibles et que nous, au niveau de Dakar Demdik, que nous dénonçons avec la plus grande fermeté. Près des HLM Grand Yoff, il accuse des proches de Khalifa Sall d'être derrière ces actes. C'est des gens qui apparemment réclament la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall, pour ne pas le citer. Heureusement, on touche du bois, hein, personne n'est blessé. Nous savons que les autorités sont en train de travailler pour identifier ces personnes-là. Dakar Demdik va porter plainte contre X. Un bien public parti en fumée, la direction Demdik n'entend pas céder à la peur. Elle compte renforcer le système de surveillance pour une meilleure vigilance. Autre titre de l'actualité, la nomination de Alioune Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignations continue de soulever des vagues. Macky Sall avait juré de ne jamais nommer son frère. Désormais, on veut imputer la responsabilité de cette nomination à Thierno Madani Tall. Le commentaire de Moustapha Diop. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est la phrase culte prononcée par Jacques Chirac en 1988. 29 ans après, ces mots de l'ancien président français sont plus que jamais d'actualité et le Sénégal de Macky Sall le vit presque au quotidien. Après avoir pris l'engagement solennel de faire un mandat de 5 ans, le chef de la paix s'est finalement dédié. Il est en train de faire son mandat de 7 ans et tout se passe comme s'il disait aux Sénégalais: circulez, il n'y a rien à signaler. Le numéro 1 sénégalais avait aussi promis de ne jamais dépasser un gouvernement de 25 membres pour ne plus voir d'embouteillage à la réunion du Conseil des ministres. Le gouvernement John II en compte presque le double et la liste des promesses non tenues est loin d'être exhaustive. Mais la nomination d'Alioune Sall à la direction générale de la Caisse de dépôt et de consignation sonne comme un coup de tonnerre. Il faut dire qu'à l'annonce de cette nomination, beaucoup n'y croyaient pas, mais la rumeur s'est très vite convertie en information. Quelle déception, quelle provocation. Non pas parce que Alioune Sall ne mérite pas d'occuper un tel poste, mais plutôt parce que son frère de président avait
juré qu'il ne bénéficierait jamais de son décret de nomination. Promesse donc à ranger dans les tiroirs. Inacceptable pour un président arrivé au pouvoir en partie par la faute d'un régime accusé de travailler à la succession du père par son fils. Et c'est sidérant quand certains veuillent imputer la responsabilité de la nomination de Aliou Sall au marabout Thierno Madani Tall. Toutefois, Macky Sall n'oublie certainement pas cette leçon de l'auteur du Prince. Celui qui cause l'ascension d'un autre se ruine lui-même, enseigne Machiavel. Moustapha Diop, vous l'avez dit il y a moins d'un an, le président Sall jurait que son frère ne bénéficierait jamais de sa part de poste nominatif. Aujourd'hui, Macky Sall opère un virage à 180 degrés en nommant Aliou Sall, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Plusieurs thèses sont avancées pour expliquer ce revirement. Les éclairages de Hassan Gueye. Nous sommes en décembre 2016. Dans un entretien à l'hebdomadaire Jeune Afrique, Macky Sall déclare: si mon frère a été amené à être cité dans des affaires de société privée, c'est parce que je lui avais justement indiqué très clairement dès ma prise de fonction qu'il ne bénéficierait jamais de ma part d'un décret de nomination, notamment en raison de l'histoire récente du Sénégal et parce que je ne voulais pas être accusé de népotisme. Moins d'un an après, le chef de l'Alliance pour la République opère un virage à 180 degrés. Le président prend donc le risque d'être traité de chef d'État qui se dédie. Quoi a-t-il décidé de se dédire et d'installer définitivement le népotisme au sommet de l'État? Certains observateurs évoquent des raisons purement familiales. Aliou Sall, c'est un secret de polichinelle, n'est pas en odeur de sainteté avec sa belle-sœur. Le camp de la première dame servi et bien servi, il fallait servir le frère et son camp. Pour d'autres, la raison est purement politique. Avec Aliou Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, Macky Sall a un homme sûr pour gérer ce que d'aucuns qualifient de caisse noire de l'État. Aucun risque de trahison. Mieux, il sera ainsi plus facile de participer à l'effort de guerre pour 2019. Mieux encore, et des juristes sérieux le disent, en tant que directeur de la Caisse de dépôt et de consignation, Aliou Sall pourra aider son frère à rendre impossible des candidatures comme celle de Karim Wade à la présidentielle de 2019. Hassan Gueye, restons avec cette nomination par décret du frère de Macky Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignations qui, comme vous le savez, fait l'objet de vives polémiques. Si certains citoyens soutiennent n'y voir aucun inconvénient, d'autres parlent de népotisme au sommet de l'État. Mamou Gassama. Aliou Sall est nommé par décret directeur général de la Caisse des dépôts et consignations par le chef de l'État. Et pourtant, Macky Sall disait que le maire de Guédiawaye ne bénéficierait jamais de sa part d'un décret de nomination. Une décision qui a l'effet d'une douche froide chez certains citoyens qui ne manquent pas de le manifester, tandis que pour d'autres, il n'y a rien de surprenant. Il avait dit que jamais mon frère ne bénéficiera de mes avantages politiques. Est-ce que M. Aliou Sall est beaucoup plus favorisé, ou est-ce que M. Aliou Sall est la personne suprême ou la personne meilleure que lui parmi les 14 millions de Sénégalais? C'est juste que Aliou Sall a les compétences. Mais j'ai un frère qui a les compétences de diriger une telle position. Mais je lui donne cette position, il n'y a pas de problème. Parce que par exemple, dans son entourage, ce n'est pas Aliou Sall qui est beaucoup plus compétent pour cette position, pour ce poste. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dans l'analyste politique Serigne Saliou Samb, le chef de l'État met la charrue avant les bœufs. La nomination de Aliou Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignations par le président de la République est un acte irréfléchi. Parce qu'elle intervient dans un contexte où les Sénégalais ne cessent de dénoncer l'immixtion de la famille présidentielle dans les affaires publiques. Et la nomination intervient aussi à un moment crucial où les Sénégalais, surtout les partis politiques, prépare quand même l'échéance présidentielle de 2019. Le nom de Aliou Sall est toujours associé à des stations d'argent. Si ce n'est pas la Banque de Dakar, c'est le pétrole. Si ce n'est pas le pétrole, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Donc il y a toujours une odeur d'argent. Et on dirait que ce garçon journaliste a un problème avec des postes où il y a de l'argent qui circule. Il ajoute que Macky Sall a fait du wahouahet pour dire qu'il s'est dédié. Effectivement, le président avait juré sur tous les toits qu'il n'allait jamais promouvoir son frère à un poste nominatif. Autrement dit, celui-là a intérêt à se débrouiller pour avoir donc des mandats électifs. Et voilà quand même qu'il trahit une fois de plus sa parole et qu'il nomme son frère à travers un décret. Cela ressemble à du reniement, pour ne pas dire du wahouahet. Pour une bonne gouvernance forte et transparente, les Sénégalais demandent au président de la République de ne pas privilégier la famille avant la patrie, de même que le parti avant la patrie.
L'Alliance pour la République vit un véritable malaise depuis la formation du nouveau gouvernement et la démission de Yakham Mbaye en constitue une parfaite illustration pour le journaliste analyste politique Serigne Saliou Gueye. Cette situation était prévisible même si les nombreuses frustrations peuvent porter préjudice à Macky Sall alors que pour les enseignants de l'APR, le président ne subit aucune influence. Khadisila. Les frustrations notées au sein de l'Alliance pour la République au lendemain du remaniement ministériel continuent de plus belle. La démission d'Yakham Mbaye et les propos acerbes tenus par Youssou Touré et Benoît Sambou ont fini d'installer un climat délétère, ce que contestent des membres du réseau des enseignants APR. Lançons un appel à tout le monde, à tous ces frustrés-là, à plus de retenue, à plus de sérénité, à suivre la discipline du parti, parce qu'ils ne sont pas les seuls Sénégalais à pouvoir être responsabilisés. Pour Serigne Saliou Gueye, analyste politique, cette situation était prévisible. L'après-remaniement n'a pas laissé place à une stabilité comme le voulait le président de la République, parce qu'il faut se dire aussi que le président avait articulé la reconduction ou bien la nomination de certains en fonction des résultats des législatives. Cela n'a pas été d'application parce que nous sommes à quelques échéances de 2019, même pas 20 mois, et le président ne veut pas courir de très grands risques de mettre des personnes ou bien de dégommer des personnes qui ont des bases politiques. Moussa Mbassassa précise en outre que la première dame n'a aucune influence sur les choix du président de la République, ce que balaie de revers de main Serigne Saliou Gueye. La première dame ne peut pas influer sur les décisions du président Macky Sall. La première dame est une dame responsable, c'est une dame qui a des principes républicains. Vous savez, nous, dans nos républiques, très souvent, les premières dames, ils ont des pouvoirs occultes que nous n'apprenons pas à leur juste, en tout cas, à leur juste valeur. Mais un ministre comme Mbagnick Ndiaye, il a eu à faire une sortie en parlant réellement, en disant que la première dame, en tout cas, a une prégnance dans la nomination de certains ministres. Toutefois, l'analyste politique invite le chef de l'État à apaiser le climat. Ce cumul des frustrations, au finish, risque d'être tout simplement une bombe explosive et qui risque de faire des dégâts au sein même de Benno Bokk Yakaar. À quelques mois de la présidentielle, l'urgence pour l'heure, souligne certains citoyens favorables au président Macky Sall, c'est de taire ses ressentis négatifs et préparer 2019. Atteindre 500 000 emplois est un véritable casse-tête pour Macky Sall depuis son arrivée au pouvoir. Plusieurs formules ont été tentées jusqu'à l'éclatement du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi en plusieurs entités, ce qui pousse beaucoup de citoyens à parler de tâtonnement dans la prise en charge des aspirations des jeunes. C'est un reportage de Issatine. 3 à 4 ministères pour prendre en charge les aspirations de la jeunesse. Un espoir pour la réduction du taux de chômage. Je garde vraiment espoir s'ils ont divisé le secteur de la jeunesse en plusieurs ministères. Ça peut régler le problème, mais seulement si les nouveaux élus travaillent. Car le chômage reste toujours là, c'est un problème récurrent. Mais cette division ne peut rien régler selon le juriste en formation. Ibrahima Ndiaye parle de tâtonnement sur le problème de l'emploi de la jeunesse. Je pense que ce n'est pas une façon pour résoudre le problème de l'emploi ici au Sénégal. Moi, je ne crois pas qu'on a un problème de système, qu'on se permet de modifier passif. Non, le problème ne se trouve pas à ce niveau. Je ne pense pas que créer des ministères, fonction, travail par là, emploi par-ci, je pense que le problème, la solution ne se trouve pas à ce niveau. Des changements sans surprise pour Joseph. L'agent comptable appelle ses ministres au travail pour hisser ce secteur très dangereux pour tout régime en place. Depuis des années, ça se passe de la même façon. Les remaniements ne pas finir, les jeunes sont là, il y a des bonnes formations, les jeunes sortent de bonnes écoles, mais rien ne semble bouger dans ce pays. Ce qui ne va pas, c'est les gouvernants eux, qui ne maîtrisent pas la situation. Mais pourtant, il y a des gens compétents dans ce pays. Il faut être sérieux en prenant ces secteurs-là, la santé, l'éducation. Un nouveau gouvernement, des ministères scindés pour voir le sourire de la jeunesse. Mais selon ces jeunes, il y a beaucoup de défis à relever.
Parlons éducation avec les résultats du CFE qui sont tombés dans les différents centres de la banlieue et le taux de réussite est en baisse, passant de 69% à un peu plus de 56%, soit une réduction de presque 13%. Cette situation pousse les autorités de l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye à tirer la sonnette d'alarme. Aboubakri Sadikhanian, que nous écoutons au micro de Théodore Semedo. Les résultats du CFE au niveau de l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye, cette année nous sommes à 56,92%. À l'échelle de l'académie, s'il faut désagréger, je peux vous dire que Thiaroye est à 57,35%, l'IF de Pikine est à 47,78%, Keur Massar 58,71% et Guédiawaye 61,37%. Ce qui fait à l'échelle de l'académie un taux de réussite au CFE de l'ordre de 56,92%. Quand on compare avec l'année 2016, nous avons connu malheureusement cette année une baisse. Une baisse de l'ordre de 12 points, et qui est une baisse qui est quand même assez inquiétante. Nous n'arrivons pas encore à déceler véritablement les paramètres explicatifs. Il y a peut-être beaucoup d'hypothèses qu'on peut d'ores et déjà avancer. Ça peut être lié au calibrage peut-être des épreuves. La correction peut également pourrait être indexée. Nombre très élevé de candidatures libres, aussi bien au BFM qu'au baccalauréat. Mais aussi une pléthore d'écoles privées ne respectant pas souvent les normes de standard et de qualité du point de vue en fait des enseignants. La localité de Keur Baka-Diaw dans le département de Foundiougne fait face à de nombreuses difficultés. La route menant au village est en mauvais état et l'eau du forage coûte cher. Puis Keur Baka-Diaw n'a pas de case de santé. Les populations ont profité d'un week-end culturel pour étaler leur mont Al-Hassan Ba. Keur Baka-Diaw, situé dans la commune de Keur Saloum Diané, dans le département de Foundiougne, dans l'Impasse. Ce village, qui a été créé en 1922, peine toujours à avoir une route praticable, surtout en période d'hivernage. Entre Keur Baka-Diaw et Keur Saloum Diané, ça fait juste 3,5 km. Mais en période d'hivernage, on fait un contour de 9 km pour rallier le chef-lieu de commune. Ce n'est pas normal. Si l'État arrive à nous construire, créer des routes pour pouvoir sortir du village pour aller à Keur Saloum Diané, ça ferait du bien. Les populations de Keur Baka-Diaw qui n'arrivent plus à supporter les coûts élevés de leur facture d'eau due aux 750 litres de gasoil que consomme le groupe électrogène de leur forage lancent un appel aux autorités. Le forage consomme beaucoup de gasoil, c'est pourquoi nous voulons de l'électricité pour pouvoir diminuer le mètre cube qu'on nous vend à 350 francs. Pas d'électricité à Keur Baka-Diaw, ce qui constitue un réel obstacle pour tendre vers le développement selon ses habitants. Une population qui compte 6 000 habitants, normalement, ce qui est normal, on doit avoir de l'électricité. On en a vraiment besoin. Le courant s'arrête à 3,5 km de chez nous. Aujourd'hui, on ne peut pas développer notre village sans eau, ni route praticable et électrification pour faciliter les travaux quotidiens. L'accès à la santé, un autre point qui inquiète hommes et femmes de Keur Baka-Diaw. Ici, si tu as un malade la nuit, bonjour aux difficultés. Ni éclairage, encore moins de route en bon état. On veut une case de santé, au moins parce que pour allier Keur Saloum Diané, c'est autre chose. On a aussi des problèmes pour payer nos tickets et acheter nos ordonnances. Des financements pour les jeunes et les femmes n'ont pas aussi été épargnés par ces villageois qui ont profité des festivités de leur week-end culturel qu'ils organisent chaque année pour monter au créneau. Keur Baka-Diaw, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Direction Diama-Yalar dans le nord du pays. Le torchon brûle entre le maire et les populations. Ces dernières réclament de l'eau potable, de l'électricité et une route. Les détails dans cette correspondance de Gabriel Barbier.
de l'eau, de l'électricité pour tout le monde, ainsi que de bonnes pistes de production. Ce sont là les principales doléances émises par les populations du village de Diama-Yalar à l'occasion de leur journée de reboisement et de consultation médicale gratuite. Nous voulons vraiment des aides pour à l'eau, mais aussi par rapport à notre route qui pose souvent des problèmes, surtout en période hiver. Ça pose problème, vraiment. Les membres de l'ASC Diama-Yalar qui ont organisé ces activités restent très remontés contre le maire de la commune. Aujourd'hui, dans le village de Diama, on a l'ensemble des ressources qu'il nous faut pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer, pour pouvoir initier des actions de développement. Donc l'ensemble des acteurs sont là, l'ensemble de la jeunesse est derrière nous et derrière l'ASC pour pouvoir quand même entamer mais aussi avancer des actions de ce genre. Sur la bénédiction quand même de l'imam et de l'ensemble des autorités du village. Ces populations du village de Diama-Yalar de rappeler dans la foulée qu'elles ont sanctionné l'APR et ses alliés lors des élections législatives dernières au profit de la coalition gagnante Wattu Sénégal pour donner un signal fort au président Macky Sall. D'autant que leurs doléances, maintes fois réitérées, n'ont toujours pas été satisfaites. Diama-Yalar, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. À présent, un round-up de l'actualité internationale avec Issatine. Au Togo, pas un mot sur l'avant-projet de loi pour des réformes constitutionnelles lors de l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Ce mardi, c'est le vote du budget qui devait être à l'ordre du jour. Pourtant, ces réformes sont réclamées encore et toujours par l'opposition avec des manifestations monstres la semaine précédente. Cette session extraordinaire suspendue sera reprise ce mercredi. Zimbabwe, le président Robert Mugabe proclame l'autosuffisance alimentaire après plusieurs années catastrophiques. Il s'agirait d'une première depuis le lancement en 2000 d'une réforme agraire très controversée qui a exproprié les fermiers blancs du pays. Mobilisation en France contre la réforme du Code du travail. Emmanuel Macron a fait ce mardi face à la première mobilisation sociale de son quinquennat. Un an après la dernière mobilisation contre la loi du travail, la CGT, la FSU Solidaire et l'UNEF appellent à protester contre cette nouvelle réforme qu'ils qualifient de loi travail double XL. Entre 24 000 et 60 000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Paris. Parlons sport, Afro-Basket masculin 2017. Le Sénégal rencontre l'Angola ce jeudi en quart de finale. En duel de mastodonte, l'Angola est l'équipe la plus titrée de la compétition. Mais ses prestations depuis le début du tournoi ne rassurent pas. Le Sénégal, lui, a survolé son groupe à Dakar et reste un sérieux prétendant au titre, Lafia Marfal. 23e mondial, vice-champion d'Afrique, l'adversaire du Sénégal pour les quarts de finale n'est plus à présenté dans cette compétition. 11 fois sacrés champions, les Palancas Negras n'ont qu'un seul objectif pour cette édition, récupérer leur titre perdu en 2015. Pour une équipe expérimentée comme l'Angola, sa présence en quart de finale n'est pas une surprise. Mais force est de constater que la vice-championne d'Afrique n'est plus ce qu'elle était. Logée dans la poule B à Dakar, l'Angola a remporté difficilement son premier match après prolongation face à l'Ouganda, puis battu par le Maroc lors de la deuxième journée et enfin une victoire sur la Centrafrique 66-44. Mais l'Angola est un adversaire difficile à contenir, qui peut revenir à n'importe quel moment dans le match. D'autant plus qu'à ce stade de la compétition, les compteurs sont à zéro. Une autre compétition s'ouvre et l'Angola peut compter sur l'adresse de Carlos Moraes, qui a une moyenne de 11,4 par match, soit 15 points, ou encore le jeune Gerson Gonçalves, qui dispute son premier Afrobasket. Toutefois, au soir du jeudi 14 septembre, l'Angola fera face à une équipe qu'il connaît très bien. En 1997, le Sénégal avait éliminé l'Angola et récemment, en 2015, la bande d'Antoine Mendy avait mis les champions à terre. L'Angola devrait à tout prix sortir le grand jeu pour faire face à cette équipe du Sénégal qui a fait carton plein à domicile.
Et puis football, Coupe du Monde 2018, la Fédération sud-africaine de football ne contestera pas la décision de la FIFA qui a décidé de faire jouer le match Sénégal-Afrique du Sud de la deuxième journée. Dans son communiqué de l'instance dirigeante du football sud-africain paru ce matin, la dite fédération a indiqué qu'elle allait respecter la directive de la FIFA. Le match Afrique du Sud de Sénégal aura lieu au mois de novembre avant la 6e et dernière journée des éliminatoires. Place maintenant à la revue de la presse africaine, une présentation de Safiatou Sissé. Pour recule-t-il, pour mieux sauter, s'interroge l'observateur Pelga. Des opposants qui appellent les populations à manifester devant le Parlement où doit être examiné un projet de modification constitutionnelle. Cela ne vous rappelle rien, se questionne le site qui indique. En tout cas, cela doit évoquer de bien tristes souvenirs au président Faure Gnassingbé qui avait perdu son mentor sous-régional Blaise Compaoré, balayé par une insurrection populaire fin octobre 2014, alors qu'il voulait faire sauter le verrou limitant le nombre de mandats présidentiels. El Watan poursuit à cause de l'état de santé de Bouteflika. Une quarantaine d'ambassadeurs sont en quête d'accréditation. Nos confrères algériens d'ajouter que cela fait plus de 5 ans que le chef de l'État ne s'est pas adressé aux Algériens conséquemment à son AVC, accident vasculaire cérébral, dont il a été victime le 27 avril. Réduit ostensiblement ses activités. Avec Jeune Afrique, l'écrivain Kamel Daoud souligne que le fond du problème en Algérie va au-delà de la politique. D'après le site, le nouveau roman de l'écrivain Zabour, le rôle de la lecture et de l'écriture, la sexualité, la mémoire, ses rêves pour son pays, qu'il refuse de quitter, confirme son talent qui déchaîne les passions chaque fois qu'il prend la plume. Pour des per diem non payés, les groupes armés boycottent les travaux de sous-comité du CSA au Mali, révèle le site Maliweb. Nos confrères maliens informent que la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad entrent à nouveau en rébellion pour une histoire de per diem non payés. Les mandataires des deux groupes au sein des sous-comités membres du CSA ont décidé de boycotter les travaux. Au Niger, des habitants menacés par le fleuve refusent de partir, informe de son côté IZF. Je ne veux pas qu'on déplace ma population, tranche Marou Issoufou, chef de village de Neni Gouniou, une île au large de Niamey, sérieusement menacée par d'importantes crues du fleuve Niger. Selon les pompiers, les risques de submersion de l'île sont réels, mais ses habitants grondent et refusent leur évacuation malgré les promesses gouvernementales. Enchaînons avec le franc CFA, ami ou ennemi des économies africaines, s'interroge également le site qui souligne que le scandale qui a éclaté au Sénégal après qu'un polémiste a brûlé un billet de banque a relancé ce vieux débat. Monnaie commune de 14 pays d'Afrique comptant 155 millions d'habitants, le franc CFA est accusé par ses détracteurs comme le polémiste Kimi Seba, expulsé début septembre du Sénégal, de favoriser les intérêts de la France, ex-puissance coloniale, tandis que ses défenseurs soulignent l'importance d'une monnaie commune stable. Poursuivant, le site souligne que la parité fixée avec l'euro est un gage de stabilité selon de nombreux économistes qui pointent du doigt le Nigeria, le Ghana, deux pays qui traversent de fortes turbulences économiques et dont les monnaies flottantes, le Naira et le Cedi, ont dévissé ces dernières années. Et ce sera tout pour cette édition. Vous aurez à 21h votre émission Balance présentée par Pape Ndiaye, suivi de Werwerle à 22h avec Awo Diop Ndiaye Diagne. À vous tous, merci de l'attention. L'information se poursuit sur notre site walfenet.com. Excellente soirée à tous.